conseille franchement à toutes les personnes adultes de continuer à garder cette âme d'enfant en fait. De rester connecté à ce qu'il y a d'enthousiasme, ce qu'il y a de joyeux, ce qu'il y a de non préparé, ce qu'il y a de spontané en fait. Le conseil c'est soyez vous-même, c'est bien, ouais. Et soyez sage et enfant. Merci Valentin d'avoir accepté cette interview sur le road trip. Alors aujourd'hui on est avec toi à Bordeaux, à Mérignac exactement. Donc tu fais de l'hypnose, tu es praticien en hypnose. Je sais d'ailleurs pas exactement c'est ça le terme? On dit praticien en hypnose, ouais. Voilà, et EFT. Tu as aussi, tu es écrivain, tu as écrit un livre que j'ai eu la chance de lire. Mais avant de parler un petit peu de ce que tu fais actuellement, j'ai bien envie de revenir un petit peu sur ton histoire. Parce que j'imagine bien que tu étais footballeur. On n'arrive pas du jour au lendemain de l'un à l'autre sans avoir un chemin personnel. Donc voilà, est-ce que tu peux déjà amorcer et parler un petit peu de toi, de ton parcours? Je suis très content de te recevoir ici à Mérignac et merci beaucoup d'être venu. C'est trop cool. Avec plaisir. Ouais, je peux te parler un petit peu de mon parcours. Moi, je suis de Tours. Jusqu'à mes 15 ans, il y a eu un parcours assez standard. À 15 ans, je suis parti à Niort pour le foot. Donc, je jouais au foot depuis tout petit. J'étais en sport-études au collège. Et après, au lycée, je suis parti en centre de formation sur Niort. Donc ça a quand même assez marqué ma vie, autant le fait de partir dans le sport de haut niveau que le fait de partir tôt de chez mes parents à 15 ans, parce que du coup après j'étais en internat sur Niort du coup, jusqu'à mes 20 ans je suis resté à Niort, donc j'ai fait mon bac scientifique, j'ai arrêté après mes études pour faire que du foot pendant 2 ans, et après je suis revenu sur Poitiers pendant 10 ans, là j'ai été coach sportif. Pour parler un petit peu de cette transition entre sport de haut niveau et coach sportif, à 20 ans, j'ai fait une première crise un peu difficile, où on pourrait même mettre le terme dépression, hein, parce qu'à ce moment-là, c'était très dur, j'étais perdu. Je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Le foot avait plus beaucoup de sens pour moi, je voyais que je ne passais pas professionnel. Et j'aimais beaucoup l'accompagnement et le sport et la préparation physique. Du coup, je suis allé sur Poitiers me former au coaching sportif et j'ai été coach pendant une dizaine d'années. J'ai été formateur des coachs assez rapidement, à 22 ans. Et à 23-24 ans, j'ai refait une deuxième crise un petit peu difficile, où finalement je m'ennuyais énormément. J'avais fait le tour du milieu dans lequel j'étais à ce moment-là, et je ne savais pas du coup ce que j'allais faire de ma vie. Je savais qu'il y avait autre chose qui m'attirait, qui m'attendait, mais ce n'était pas du tout défini, je ne mettais pas deux mots dessus, donc c'était assez compliqué à ce moment-là. J'ai repris mes études en médecine chinoise, l'acupuncture, pendant 4 années. À ce moment-là, du coup, j'ai fait plein d'ouvertures. Je me suis formé à la cohérence cardiaque, j'ai fait le programme de méditation, le MBSR sur 8 semaines, j'ai voyagé en Inde, j'ai été faire des retraites spirituelles. Donc j'ai pas mal investigué un petit peu le monde du développement personnel. Un peu comme toutes les personnes à la rigueur, quand on cherche un peu sa voie au départ, on pioche un petit peu partout. À la fin des 4 années d'acupuncture, l'acupuncture j'adorais. Mais je voyais que c'était pas exactement ce que j'aimais faire et ça collait pas totalement à qui j'étais. Du coup, je me suis formé à l'hypnose, au Theta Healing, à l'EFT, pour aller justement dans la partie émotionnelle, cheminement de vie, accompagnement sur toutes les problématiques liées principalement aux problématiques corps-esprit et de destinée. Et puis j'ai écrit mon roman et je suis parti sur Bordeaux ensuite, et je suis arrivé à Bordeaux du coup il y a 3 ans maintenant. Voilà, ça c'est pour mon parcours professionnel. Et après mon parcours personnel à travers ça, ça a été pas mal de choses en fait. Plein de rencontres, plein d'expériences, des endroits faciles, des endroits plus difficiles. Footballeur, coach, j'ai envie de dire, on est dans le même truc, la même dynamique. Et d'un seul coup, médecine chinoise, que aujourd'hui en France on ne connaît pas bien, donc qui peut paraître un peu de l'ordre de la spiritualité, enfin en tout cas qui est complètement détaché de... Comment s'est fait cette transition? Qu'est-ce qui s'est passé en toi en fait pour vraiment
Parce que médecine chinoise, tu l'as, Ouais. je pense, pas choisi par hasard. Ouais. Il y a vraiment un côté, c'était très masculin ce que je faisais jusqu'à là. C'était la performance, il faut être bon, c'est le challenge, il faut atteindre des objectifs. Et je voyais que finalement ces injonctions que j'avais reçues ou que je m'imposais à moi-même ne convenaient pas à qui j'étais en profondeur. Alors je me suis dit, il y a autre chose à faire. J'étais très attiré par le sport santé. Je m'étais formé aux 2 Gasquet déjà à ce moment-là. Et j'ai hésité entre ostéopathie, naturopathie, médecine chinoise. Il y avait quelque chose dans l'énergétique qui m'attirait beaucoup. Et je me suis dit, je ne connais pas du tout l'énergétique chinoise. Ça m'intriguait énormément, j'avais beaucoup de curiosité. Je me disais, je comprends l'anatomie du corps, mais qui est une dimension énergétique, je ne comprenais pas. Je comprenais pas le magnétisme. Que font les magnétiseurs, que font les médiums, que font toutes ces personnes qui travaillent avec l'invisible. Et ouais, il y avait une grande appétence à ça, à comprendre ça et à aller investiguer. Ouais. Du coup, 4 ans d'études. Ouais. C'est 4 ans d'études. C'était sur des week-ends, donc c'était un week-end par mois. Il y avait 8 à 10 week-ends dans l'année, plus une semaine de stage, et des stages à faire aussi chez des praticiens, où du coup on a fait principalement de l'acupuncture. Mais après, il y avait les 5 branches de la médecine chinoise. Donc, il y avait le tuna, le massage. Il y avait la médecine manuelle qui faisait aussi partie de cette branche. Il y avait le qigong. Il y avait donc le tuna, je l'ai dit. Il y avait la diététique chinoise et la pharmacopée chinoise. Ouais. D'accord. Ouais, c'est hyper. Je pensais pas qu'il y avait autant de disciplines. Ouais, la médecine chinoise, il y a 5 piliers en fait. Et donc, du coup, ça prend la diététique, pharma, le tuna, la médecine manuelle, le qigong, l'acupuncture. Donc il y a plein de façons en fait, de soigner à travers la philosophie et la médecine chinoise, mais qui est assez éloignée de la façon dont nous on voit le corps humain en médecine allopathique. Ouais, complètement. En plus, du coup, tu as dû t'ouvrir forcément aussi à cette dimension donc, de l'énergétique, mais le lien entre les émotions, le corps, parce que c'est pas du tout pareil, l'axe d'attaque en santé à ce niveau-là, il n'est pas du tout le même qu'en France. Ouais. Franchement, il a rien à voir. Moi, ce qui était le plus surprenant, c'était vraiment la dimension énergétique en lien avec la nature, en lien avec les cycles annuels, en lien avec les cycles saisonniers. De prendre conscience que l'humain était un trait d'union entre l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, et que forcément on était en permanence en mouvance avec ce qui se passait autour de nous, en fonction de tous ces cycles externes et internes. Du coup déjà ça donnait une autre dimension. Ouais. La façon de percevoir moi mes moments de grande forme et mes moments de moins forme, les moments où je peux avoir beaucoup d'énergie et les moments où j'ai pas du tout d'énergie. Et donc du coup ça donnait beaucoup de sens déjà à des choses que je vivais, et ça donnait beaucoup de clés aussi d'accompagnement. Ouais. Ça a réveillé aussi à ce moment-là peut-être une part de féminin sacré, puisque même quand on est un homme, on a le féminin sacré en soi. Et est-ce que ça a commencé à amener à te rapprocher de tes émotions, à te rapprocher de certaines choses, ou ça s'est fait différemment? Je dirais que ça s'est fait différemment, parce que je pense que j'ai toujours été très sensible à pas mal de choses. Et en même temps, je n'ai jamais vraiment exprimé toute cette sensibilité-là. Dans le foot, ça n'avait pas trop de place. Donc on va dire j'étais celui qui était plutôt le gentil, qui se rebellait pas, qui prenait la place qu'il doit prendre et puis qui en faisait pas plus. Et du coup cette sensibilité-là, à un moment donné justement, le fait d'avoir refoulé des choses, etc., fait qu'à un moment donné ça a explosé. Je te parlais tout à l'heure des épisodes un peu difficiles de ma vie. Et je pense du coup que toute cette approche au lien avec les émotions, c'est arrivé progressivement. Par une incompréhension au départ j'arrive pas à comprendre ce que je vis en fait, qu'est-ce qui se passe pour moi. Donc c'est plutôt dans la difficulté, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, toutes les expériences assez difficiles que j'ai vécues, finalement elles sont hyper chargées de belles choses et d'enseignements, parce que c'est ce qui me permettait d'aller me rencontrer et de me dire mais en fait je comprends pas comment ça fonctionne à l'intérieur, et progressivement d'aller rencontrer c'est ce côté plus féminin comme tu le disais, donc les émotions en l'occurrence, et puis progressivement ça s'est fait. Ouais. Je dirais que c'est avec l'hypnose quand même que j'ai le plus été rencontrer ça. Ouais. D'accord. Donc du coup plus tard. Plus tard, ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas remis dans le contexte, parce que tu nous dis un peu tout ce que tu as fait dans ta vie, et en fait finalement on a le même âge, donc tu vois, tu es de 91, et c'est vrai que je préfère le redire, parce que c'est vrai qu'on se dit mais attends, il a fait ça fait beaucoup de vécu. On a l'impression d'avoir vécu, tu as vécu beaucoup de choses en fait. Le moment où tu as déclenché, parce que du coup tu as quand même
beaucoup de côté, enfin, de spirituel, ça a une place quand même dans ta vie. Ah, carrément. À quel moment ça arrivait en fait, ces croyances, même si j'aime Ouais, pas le terme. ouais, parce que moi je suis quelqu'un d'hyper cartésien hein, de base. Je me rappelle quand j'avais 16 ou 17 ans, j'avais une grave blessure au niveau du dos qui avait duré plusieurs mois, où je trouvais pas de solution. J'avais été soigné par un magnétiseur, mais j'y croyais pas du tout. Enfin, mon père m'avait emmené à Angers. Le mec, il avait fait son truc, je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Donc il y avait une part de curiosité, mais il y a une part de moi qui avait besoin de comprendre scientifiquement et qui avait du mal avec ça. Et ça s'est fait plus tard parce que j'ai eu plein d'expériences qui se sont faites. On va dire c'est un combiné de plein de choses qui se sont passées qui m'ont amené à me dire ouais il y a quand même des choses qui se passent. Je me rappelle aussi des questions existentielles que j'avais tout petit sur je n'arrivais pas à comprendre qu'il pouvait y avoir une fin. Je me disais mais c'est pas la mort ça peut pas exister. Et je me rappelle très bien avoir eu ce genre de réflexion tout seul. Dire, mais c'est pas possible, si ça s'arrête, non, il y a autre chose qui se passe. Donc je pense qu'il y a eu toujours une démarche spirituelle et à travers mon parcours, dans chaque expérience, j'ai rencontré des gens, des rencontres, il y a eu pas mal de choses autour de la médiumnité, des choses que j'avais pas forcément moi-même été chercher, qui se sont un peu imposées à moi. Des rencontres, pareil, que j'ai fait de façon assez impromptue, où finalement ça ouvrait à chaque fois des portes. En médecine chinoise, j'ai rencontré plein de thérapeutes multidimensionnels, donc du coup ça ouvrait encore plein de perspectives. Et à un moment donné, sur ce chemin-là, il y a des choses qui sont tellement claires qu'on ne peut pas les mettre de côté en fait. On ne peut pas dire non, ça n'existe pas. Donc j'ai été obligé de me dire bah, ok, il y a des choses à aller interroger et c'est top quoi. Ouais, ça fait sens en toi et comme tu disais tout à l'heure, c'est même plus la question de savoir si on y croit ou pas. C'est plus qu'en fait c'est là et moi là ça me parle, donc bah, pour moi c'est là quoi. C'est une question que tu finis par ne plus te poser quoi. Carrément, ouais, parce que quand tu dis est-ce que je crois à ça ou j'y crois pas, ça reste très mental dans l'approche, alors que je pense qu'on est traversé en fait par l'expérience. Donc il y a des gens qui sont traversés par une expérience très matérielle, très matière, très pragmatique, c'est ok. Et il y a d'autres qui vont être beaucoup plus traversés par des expériences plus spirituelles. Et en fait, moi dans mon expérience, ouais, j'ai vraiment cette sensation de naviguer en permanence entre le côté très carré et très rond. D'ailleurs, ce que j'avais illustré dans mon roman, c'était vraiment ce côté très cartésien avec le psychologue, et puis plutôt le côté un peu plus énergétique, plus spirituel, plus ésotérique avec Sébastien, le prof de yoga. Ouais. Complètement. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, c'est vrai que je te poserai la question après par rapport au livre, parce que je l'ai lu et ouais, ça m'a vraiment plu. Et c'est vrai que c'était ce parallèle, j'y ai pas pensé, mais on sentait vraiment ce pont entre les deux. Et finalement, dans ce livre, il n'y avait pas à choisir un côté plutôt qu'un autre, justement. C'était de comprendre que les deux étaient importants et étaient ensemble, quoi. Ouais. Ouais, et c'est un peu la base de la médecine chinoise, c'est de se dire qu'il y a toujours la matière qui est influencée par l'énergétique sous-jacente et l'énergétique qui est influencée par la matière. On l'illustre très bien avec la dynamique du yin et du yang. Mais c'est vraiment ça, ouais. C'est un mouvement se fait à partir du moment où il y a une information sous-jacente, une énergie de mouvement. Et là, on peut le constater de ses propres yeux dans la matière. Et donc, du coup, l'un sans l'autre, ça n'existe pas, quoi. Donc, c'est vrai. On n'est pas obligé de choisir entre vivre ici et vivre là-haut, quoi. En soi, si on est là, c'est pour apprendre à travailler avec tout ça, quoi, avec ici et là-haut, quoi. Et le côté trait d'union, comme je te disais tout à l'heure, c'est un trait d'union entre le ciel et la terre. Bah, pour avoir un trait d'union, il faut qu'il y ait deux choses qui existent. Le trait d'union, il n'aurait pas de sens. Sinon, Ouais, carrément. Après, du coup, tu es parti en Inde. En Inde, c'était pour une formation toujours en rapport avec la médecine chinoise? Non, alors en Inde, c'était juste un voyage initiatique. Je suis parti tout seul un mois, donc j'ai été pratiquer le yoga là-bas et la méditation. Mais il n'y avait pas de formation, j'ai pas fait de formation sur place, ouais. Donc je suis parti, j'avais rien prévu et je veux juste savoir où je vais à Rishikesh. Et puis après, je me suis laissé aller. Alors j'ai fait des bonnes décisions, je suis mon intuition. Il y a eu des trucs où je me suis planté. Donc c'était hyper intéressant parce que ça a été porteur de plein d'enseignements, à quel moment je m'écoute, à quel moment j'ai cru m'écouter, à quel moment j'ai écouté juste des pulsions qui étaient là, à quel moment j'avais besoin d'être en sécurité, à quel moment je me suis mis en sécurité. Donc il y avait tout ça qui se jouait dans ce voyage, donc c'était très chouette. Ouais. T'es parti seul? Ouais, tout à fait, ouais. J'étais vraiment tout seul. Ouais. C'est quoi ce que tu as retenu de plus beau de ce voyage? Ce qui m'a le plus surpris,
avant de dire ce qu'est. Parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à un truc très spirituel. Et en fait, j'ai été très surpris de découvrir un pays dans lequel ils étaient hyper connectés sur leur téléphone, etc. Et finalement, par endroits assez déconnectés de leur spiritualité. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment surpris. Alors j'attendais vraiment le côté, ils font tous du yoga, ils sont tous en train de respirer en conscience, etc. Donc au début, pas du tout. Ils sont plutôt en train de galérer à chercher à manger, à vivre, etc. Puis beaucoup de monde, beaucoup de bruit, etc. Et ce qui a été le plus beau, je dirais que c'est les moments sur des discussions toutes simples en fait, des choses très simples, de discuter avec un mec qui a un taxi ou avec je me rappelle d'une discussion avec un mec dans un restaurant à la fin de la soirée et il me demandait quel était mon Dieu. Bah, du coup je dis je n'ai pas forcément de Dieu, je suis plutôt athée, etc. Il me dit mais comment tu fais comment tu fais quand tu as un problème dans ta vie du coup? Je dis je comprends pas la question. Il dit à qui tu remets quand tu as un problème, sur quoi tu te. Et lui ne comprenait pas en fait comment je pouvais vivre, comment je pouvais avoir des problèmes sans avoir la foi dans quelque chose. Et c'est des petites discussions comme ça qui moi m'ont fait énormément réfléchir et que je trouvais très belles parce que c'était des enseignements très spirituels à des endroits où j'allais pas forcément le chercher. Donc c'était très chouette. Ouais, Ouais, c'est souvent comme ça. C'est ouais, là où tu t'y attends le c'est moins, ça. la petite question qui te fait réfléchir pendant des jours et des jours. Ouais, c'est ça. Tu as l'impression que le fait de voyager seul, ça t'a apporté quelque chose de plus? Enfin, je sais pas, est-ce que ça a été porteur de quelque chose de plus profond en toi que de... Est-ce que ça crée une différence, le fait de prendre cette décision seule? Parce que je sais pas, est-ce que pour toi ça a été difficile de dire demain je pars tout seul en Inde, je sais pas où je vais alors il y a eu... en fait c'est très bizarre parce qu'en fait j'ai toujours très mal vécu la solitude. J'étais pas quelqu'un qui aimait ça. Tout petit, je détestais. Mes parents me racontaient que je voulais pas les faire mes devoirs dans la chambre. J'avais besoin de les faire dans le salon pour être avec les gens, avec mes frères, avec mes parents, etc. Donc j'ai vraiment toujours détesté la solitude. Ce qui fait que je pense qu'à 20 ans d'ailleurs, quand je me retrouve dans mon appartement tout seul, c'est très difficile à ce moment-là. Et pour autant, derrière, j'ai un esprit un peu de me dire, ce qui est difficile, moi, j'aime bien aller le rencontrer pour voir ce qui se passe en fait. Et donc du coup, depuis que j'ai 20, 23, 24 ans, je pars très souvent tout seul, une semaine. Des fois, je coupe mon téléphone, une semaine, je pars dans la montagne pour juste être avec moi-même. Je me rappelle partir dans les Pyrénées, m'obliger à rentrer dans ma tente à 21h, à en sortir à 9h pour passer du temps juste avec moi et voir ce qui se passe dans ma psyché, de voir ce qui se passe dans mes émotions, etc. Donc partir en Inde tout seul, c'était pas du tout, c'est arrivé un peu plus tard, donc c'était quelque chose qui était assez simple à faire. Ouais, Ouais, que tu avais déjà oui, c'était processé ça. un peu dans ta vie. Quoi. Et comme il y avait plein de rencontres en fait, parce que du coup l'idée c'était pas d'être seul pendant tout le voyage, en fait tu vas pratiquer le yoga, donc tu rencontres des personnes à ce moment-là, tu vas en méditation pareil, tu dors chez des gens pareil, donc en fait il y avait plein de rencontres en fait, donc on n'est pas vraiment seul dans ce genre de voyage. Ouais. Et donc c'est après ce voyage que tu es devenu ce que tu fais aujourd'hui. Tu penses que c'est lié ou... je pense qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, ouais. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Je pense pas que l'Inde, ça soit le paramètre qui soit le plus notable dans ce que je propose aujourd'hui. Ça a fait partie du parcours et du chemin, mais pas forcément que ça, ouais. C'est quoi les autres éléments déclencheurs? Enfin, pourquoi tu as choisi parce que c'est une aide à la personne, mais d'un point de vue un peu différent de ce qu'on connaît. Enfin, encore quoi que maintenant, ça commence à être un peu plus connu, on commence à accepter un peu plus parce que l'idée de l'hypnothérapeute, parce que on a aussi tous les clichés qui vont avec de Mesmer et de allez hop, je vais c'est ça. Donc, comment c'était venu l'idée et ce chemin vers ce job? Je pense que ce qui a le plus de... Je vais te parler de ce qui a du sens pour moi, parce que je pense que c'est ça qui me traverse quand tu me dis ça. Genre, j'ai des difficultés à regarder les êtres humains. Enfin, j'arrive pas en fait à regarder un être humain sans regarder sa beauté derrière. Je vois vraiment beaucoup de choses belles chez les gens. Et en fait, je suis assez bluffé par tout le potentiel que chacun peut avoir. Et du coup, il y a un truc qui a beaucoup de sens pour moi, c'est d'accompagner les gens à être qui ils sont. Les accompagner à être beaux, à être purs, à être authentiques, et puis à sortir des cases, à pas rester dans les stéréotypes habituels
qui sont des fois trop étriqués finalement pour eux. Donc du coup, je pense que c'est ça qui a drivé pas mal ce que je propose aujourd'hui. Et vraiment toujours cette idée de se dire, mais t'es qui? C'est quoi ton chemin? Tu vas où? Et ça peut être différent demain. Mais il y a tellement de belles choses. D'avoir ce côté presque enfantin, tu vois, je me retrouve très enfant dans ces moments-là, à regarder les personnes en disant mais ça va être génial, pourquoi tu le fais pas? Vas-y, go! Et je pense que c'est ça qui drive pas mal mes projets, c'est vraiment ce côté, j'ai envie de participer à un monde meilleur. Et c'est ma façon d'y contribuer, ouais. Ouais, je trouve que c'est une belle façon, parce je te rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup de choses à désamorcer. Toutes les âmes sont belles. C'est le parcours de vie qui est venu des fois entacher un petit peu les peurs, les blessures, les douleurs, les ci et les là. Et c'est vrai que par l'hypnose, on arrive à débloquer pas mal de choses. Et c'est même assez bluffant et surprenant ce qu'on peut découvrir sur soi quand on travaille en confiance avec un thérapeute en qui on a confiance. C'était quoi les choses qui t'ont le plus marqué dans ton métier, là que tu fais actuellement? Est-ce que tu as des histoires comme ça de patients, sans donner leur prénom, des choses qui t'ont bluffé? Ouais, il y en a, franchement, il y en a plein. Il y en a plein parce qu'il y a des fois des petits changements qui changent d'énormes choses. En fait, ce qui est marquant, c'est surtout les réactions des personnes quand ils se rendent compte qu'il y a des choses qui ont changé, qui ont bougé. De se dire waouh, mais ça a tout changé à ma vie. Et des fois, c'est un petit détail qui, quand ils te le racontent, tu te dis ça va vraiment tout changer à ta vie. Et ça a vraiment changé. Et ça paraît très, très surprenant si on le regarde avec son propre prisme. Il y a plusieurs choses qui me viennent quand tu dis ça. Même au niveau sportif, à l'époque, j'avais accompagné une personne handicapée à faire un marathon. Donc c'était une aventure assez incroyable. Après, enfin, franchement, il y a tellement de merveilleux moments. Il y a une personne là, dernièrement que j'ai accompagnée. Elle avait des migraines et en parlant des migraines et en allant introspecter quelle était l'histoire derrière la migraine, elle s'est remise à revivre son accouchement et des émotions qui étaient restées figées à ce moment-là dans sa vie. Donc c'est merveilleux en fait de la voir s'autoriser à vivre ça, remettre ça en mouvement, le déposer. Et après on voit le visage qui change, c'est très touchant en fait. Et je pourrais presque considérer que toutes les séances sont aussi touchantes. Alors pas toutes de la même hauteur, parce que dans un accompagnement, il y a des séances évidemment qui sont là pour apporter de la sécurité, d'autres pour apporter des changements de prisme ou de croyance. Et il y a souvent, quand on est sur des séances où il y a vraiment des gros passages émotionnels, là c'est des séances qui sont très touchantes, ouais, où il y a des choses qui se déposent, et c'est très beau, ouais, très libérateur. C'était quoi du coup, en parallèle, les moments... Enfin, qu'est-ce qui est le plus dur dans ton métier? Qu'est-ce qui est pour toi? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, sur ça, c'est pas évident, sur... Alors il y a plusieurs choses. Il peut y avoir certaines problématiques qui sont plus difficiles que d'autres à traiter, parce que des fois c'est des choses qui sont plus grosses. De venir pour pour une phobie par exemple, sur quelque chose de précis, ça va être plus facile par exemple avec l'outil de l'hypnose à traiter qu'une personne qui vient parce que son mari vient de quitter cette personne et ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble et il y a eu 10 ans de mensonges pendant cette relation-là. Ça c'est forcément plus difficile à ce moment-là d'accompagner, ce sera plus long. Après, ce qui est le plus difficile, c'est de rendre le pouvoir à la personne qui vient. Et de rester en fait à sa position. Donc en fait, c'est pas tant difficile, mais en même temps, ça demande toujours de la souplesse dans sa posture. Parce que souvent, les personnes viennent en hypnose avec voilà, faites votre truc, ça va me soigner. Allez-y, ça a l'air magique, donc vous avez fait ça avec je sais pas qui, donc vas-y, soigne-moi, sauve-moi. Et donc du coup, à ce moment-là, ça demande vraiment une position très basse et puis de redonner le pouvoir à la personne en fait. En fait, on fait rien que d'accompagner la personne à se reconnecter à qui elle est en fait. Et c'est elle qui fait, ouais, tout à fait, ouais. C'est sa responsabilité finalement d'avoir totalement, envie aussi, elle. Ouais. Et le plus dur, si pour vraiment répondre à ta question, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est moi personnellement plus difficile peut-être, c'est d'apprendre à être détaché totalement du besoin de reconnaissance de la personne.
Oui. Et j'en parlais tout à l'heure avec la citation d'Erickson qui dit « Au diable sa dignité quand on accompagne quelqu'un ». Et forcément, c'est un challenge, parce qu'on est dans une société où on a besoin d'être valorisé, reconnu, etc. Donc ça, c'est toujours un enjeu pour moi, de me dire « Ok, prends du recul, tranquille, la personne peut te détester, on s'en fout, tant qu'elle Ouais. va bien. Tant qu'elle va bien. Ouais. Et aussi, tu me parlais tout à l'heure aussi un petit peu parfois ce qui peut être difficile, alors peut-être pas pour toi personnellement, mais par rapport peut-être toutes les professions qui demandent du temps et de l'implication, c'est d'avoir la patience, enfin, en tout cas pour les gens qui viennent te voir, de savoir que tout ne va pas être réglé toujours en claquant des doigts, qu'il n'y a rien de magique. Ouais. C'est beaucoup d'investissement personnel, il faut y mettre son énergie, faut... Ouais. Oui, ça fait partie du cadre que je pose au départ, hein, voilà, en expliquant aux personnes comment j'accompagne. Et qu'évidemment, il peut se passer des choses merveilleuses en 1 ou 2 séances, mais la plupart du temps, il y a besoin de stabilisation aussi derrière sur le changement. Donc des fois, il peut y avoir des changements très importants, et puis la personne qui dit « Ah ouais, bah, du coup, ça a tenu 3 semaines, mais ça revient, etc. » Je dis bah, « Je vous avais dit qu'il fallait d'autres séances. Après, si les personnes décident à ce moment-là de ne pas continuer, c'est toujours délicat, ouais, toujours délicat. » Et alors, maintenant, on va arriver à parler de ton livre, parce que moi, à la base, c'est comme ça qu'on se connaît. C'est comme ça qu'on se connaît, Tu m'as ouais. contacté, Ouais. bonjour Chloé, est-ce que tu veux découvrir mon livre? Parce que quand je t'avais dit, voilà, j'ai des questions à te poser, mais pourquoi pas un jour on fera une interview, et ça s'est fait, on est là, tu vois. C'est donc aujourd'hui. Et en fait, je me suis toujours dit, quand j'ai lu ce livre qui m'a énormément touchée, qui est magnifique, donc il y a un roman d'éveil, moi je l'appelle comme ça, enfin un roman d'éveil spirituel, avec beaucoup de prise de conscience, de développement personnel, et en même temps une histoire qui nous tient vraiment du début à la fin. Puis tu as aussi une petite partie où tu donnes des petits conseils, justement des petits tips à mettre dans ce quotidien, dont un que j'ai essayé qui marche du tonnerre, parce que je t'ai dit que j'avais essayé le FT et que pour l'avion. Et puis j'avais une question qui m'était venue quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, est-ce qu'on arrive à écrire un livre comme ça et il nous est rien arrivé de spécial dans notre vie, ou est-ce que forcément il a dû vivre des trucs de dingue pour en arriver à sortir sur papier cette histoire? Est-ce que finalement ce livre il est une prolongation de ce que tu es, de ce que tu as vécu? Est-ce que tu racontes des choses de toi de manière un peu... Ouais, totalement indirecte, ouais, complètement. Je pense que, et ça revient un peu à la question que tu me demandais tout à l'heure, tu me disais qu'est-ce qui amène à faire de l'accompagnement, etc. Je pense que la réponse, en fait, de façon toute simple, c'est juste vouloir être heureux, en fait, tu vois. Je pense que comme tout être humain, et ben quand j'allais pas bien ou quand je vais pas bien, ben j'ai juste envie d'aller bien, en fait. J'ai juste envie de me dire mais de quoi j'ai besoin, j'ai envie d'être heureux, pourquoi je suis pas heureux, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je pense que c'est ça en fait qui a drivé pas mal mon parcours, d'aller chercher des réponses. C'est quoi le bonheur, c'est quoi l'amour, c'est quoi en fait tout ce qui se passe dans les émotions, etc. Et donc évidemment dans ce roman, il y a 2 mois partout. Il y a moi en tant que thérapeute, il y a moi en tant que féminin, il y a moi en tant que les injonctions, il y a la famille, il y a mes parents, il y a mes grands-parents, il y a mes grands-mères. Il y a un petit peu de partout en fait. Il y a des choses que j'ai écrites que a posteriori en les analysant, je dis c'est marrant ça doit quand même raconter quelque chose quelque part. Parce que moi je considère que l'écriture est un moyen d'expression assez proche de l'hypnose, assez proche de ce qu'on peut retrouver dans la créativité artistique par exemple, dans toutes les voies, que ce soit le cinéma, que ce soit la peinture, que ce soit la danse, etc. Et du coup il y a toujours une forme d'expression de quelque chose qui est quelque part. On ne peut pas exprimer quelque chose qui est nouveau, ça n'existe pas pour moi. Il y a une information sous-jacente à ça en permanence. Donc cette expression inconsciente, elle exprime quelque chose. À quel niveau, où, comment? Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est dans ma propre vie? Est-ce que c'est vie antérieure en fonction des systèmes de croyances et de ce qu'on pense? Mais en tout cas, il y a quelque chose. Donc ouais, évidemment que dans ce livre, je suis partout. Et c'est une extension de mon âme, de mon être et de qui je suis, ouais. Tu l'as écrit en combien de temps? Je crois que ça a été assez rapide. Ouais, je l'ai écrit très vite. Ouais. J'ai commencé le 4 avril, j'ai fini début mai, donc j'ai fait 28 jours d'écriture. Donc ça s'est fait très très vite. Ouais. Après, je fonctionne comme ça quand j'ai quelque chose. Et puis ça me semble hyper rapide parce que c'est un bon livre quand même. La réalité, c'est qu'après, j'ai eu un peu aussi j'ai eu 3 mois de relecture pour changer la version première. Donc ça a duré en tout, on pourrait considérer que ça a duré 3 mois. Après, la réalité, c'est que ce livre-là s'est fait de cette façon-là, aussi parce que j'avais du temps, c'était pendant le confinement, donc j'avais du temps à consacrer à ça.
Et en plus de ça, j'avais aussi une hantise qui était j'ai peur de ne pas aller au bout de mon projet. Et du coup, en stratégie que j'ai mis en place pour éviter d'avoir peur et de m'arrêter et de ne pas reprendre, je me suis dit, bah, je me laisse pas le choix, je m'arrête pas. Donc du coup, j'avais pas le choix, j'arrêtais pas. Donc c'était une stratégie que j'ai mis en place à ce moment-là parce que je savais comment j'avais pu fonctionner dans certains projets et que ça m'arrivait de démarrer des choses et puis de ne pas aller au bout. Et donc du coup, cette fois-ci, ça me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, je me suis dit, pas le choix, on y va, on y va, on y va. Donc c'était 28 jours, je fais que ça. Je dormais, je C'est ce rêvais que de ça. j'allais dire, ouais, tu vis que de ça. Ah bah là, Enfin, j'étais tu totalement prends ton qu'avec petit ça, ouais. déj, tu penses Ah à tes bah, personnages et tu j'avais notes très un peu tout le ritualisé, temps. ouais, j'avais très ritualisé. En fait, je me levais tous les jours à la même heure, à 7h30, je mangeais la même chose, je me levais à 9h, je commençais l'écriture, j'écrivais de 9h à 14h, j'avais entre 5 et 7 heures d'écriture, je dirais, le matin. Après, je mangeais mon repas du midi, là, je me faisais une pause, j'allais marcher, courir, je faisais du sport, etc. Je faisais la relecture ensuite, je regardais un film, le soir, je relisais pour me donner les idées pour le lendemain, je réfléchissais à ce que j'allais faire le lendemain, comme ça je me couchais, souvent je rêvais de ça, et le lendemain, je recommençais. Et j'ai fait ça comme ça, du coup, c'était pas mal. Je l'ai fait avec le mindset vraiment de sportif. Je m'étais fixé des objectifs de mots à écrire tous les jours, 2500 par jour. J'avais fait, tu sais, que je cochais tous les soirs le nombre de mots que j'avais fait, etc. Enfin, ouais, Mais c'est fou quand même d'avoir. On se dit, mais où Mm. puiser ta créativité? Parce que quand tu as démarré ton livre, est-ce que tu savais l'histoire que tu allais raconter dans le livre? Ou tu avais des grandes lignes? En Ou fait, rien du très tout? très bizarre parce que ça faisait plusieurs années que je réfléchissais. Je me disais, ah, il y a plein de trucs qui me traversent, que je suis en train d'emmagasiner quelque part, mais je sais pas. Ou je regardais, je sais pas, l'eau couler d'une rivière et je me disais, putain, il y a une super métaphore à faire et tout. Bon, et je notais des choses comme ça, mais je les restituais pas. Et du coup, ce matin-là, en fait, j'avais pas prévu d'écrire, hein. Et je me rappelle envoyer un texto à mon petit frère et dire, ouais, bah, tiens, je vais écrire un roman. Il me dit, bah ouais, t'as le temps? Je dis, bah ouais, j'ai le temps. Et là, et tout est tombé d'un coup, quoi. Et donc, du coup, je dis, ah ouais, bah super, ça y est, j'ai l'histoire. Mais je sais même pas comment d'un coup. Et après, progressivement, j'avançais. Il y avait des choses que je savais pas trop pourquoi je faisais. Tu vois, il y avait les deux histoires qui se font avec Oui. l'histoire en parallèle. Je sais pas trop. Oh, c'est trop cool, je vais faire une histoire en parallèle, mais je sais même pas pourquoi je la faisais, tu vois. Et puis à la fin du livre, j'ai dit, ah, mais quand même, il faudrait qu'il y ait un lien, ça serait peut-être bien quand même. J'ai été marcher, puis j'ai dit, mais c'était une évidence, tu vois. Donc il y a un côté du livre, mais je pense qu'il est propre à toutes les personnes qui sont dans ce milieu-là, où il y a un aspect canal en fait. Il y a quelque chose qui est canalisé quelque part. On pourrait considérer par des guides si on a cette croyance, ou par une expression inconsciente pour ceux qui sont plus dans le côté rationnel, quoi. Mais en tout cas, il y a une canalisation de quelque chose, ouais. C'est ce que je me posais, et c'est Mm. pour ça que tu vois, je voulais voir si c'était quelque chose, mais j'y ai pensé parce que je me dis c'est quand même un temps très court. Mm. La créativité, quand ça tombe Mm. comme ça dessus, alors ça vient de plein d'endroits, même de ton âme connectée, donc ça vient Ouais. de toi. Mais ça peut aussi des fois venir d'ailleurs, de plein de choses, d'une énergie Ouais. qui te tombe un moment dessus avec une espèce de vitalité où tu sens que ça m'a. Tu vois, j'arrive à imaginer, puisque ça m'arrive des fois de le ressentir de manière très courte, pas 28 jours, Ouais. hein, mais de manière très courte, pendant 10 minutes, une matinée, d'avoir l'impression que mon cerveau est comme ça, et en fait, la moindre idée qui passe, enfin, en fait, c'est genre, et j'ai des idées, c'est un peu ce qui s'est passé sur le road trip. Ouais. C'est-à-dire que d'un seul coup, bam, 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 bam. Ok. Et tu vois, et regarde, en peu de temps, finalement, c'est organisé et je suis là. Ouais. Donc j'arrive et je me demandais justement si c'était ce que tu avais un petit peu vécu, quoi. Ouais. Je pense que c'est assez similaire, ouais, parce que souvent il y a quelque chose qui dit que quand on nage à contre-courant, on a besoin de forcer plus que d'habitude, et que quand on est dans le sens du courant, on n'a pas vraiment besoin de faire des grands mouvements finalement. Alors Ouais. ça se fait tout seul. Et je pense qu'il y a vraiment cette histoire quand on est sur son chemin ou quand on est à la place qu'est la nôtre, ou en tout cas on est sur sa destinée, pour utiliser ce terme-là. Bah, je pense que les choses se font assez naturellement, quoi. Et même la partie organisation qui peut être pénible à d'autres endroits, bah, devient beaucoup plus légère en fait, parce que Il n'y a rien qui bloque. ouais, parce que ça bloque pas, c'est tranquille, c'est fluide. Parce que donc, du coup, ouais. tu as dû l'envoyer à une maison d'édition. Je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition, parce que je l'ai auto-édité, hein, il est en auto-édition, donc Oui, je l'ai c'est envoyé à vrai. plusieurs maisons d'édition, à un moment où c'était pas évident, parce que en fait, tout le monde avait écrit pendant le confinement, les auteurs avaient beaucoup écrit, et beaucoup de primo-auteurs avaient écrit, donc les maisons d'édition ont même stoppé les envois de manuscrits, ce qui était assez rare.
Donc du coup, j'ai pas trouvé de maison d'édition dans celle que moi j'avais identifiée, parce que j'avais quand même identifié certaines maisons d'édition que je souhaitais avoir en éditeur. Et donc du coup, c'est présenté 2 ans plus tard la possibilité de l'auto-édition. Au début, c'était non envisageable, parce que j'avais l'impression que c'était vraiment pas être reconnu et pas être écrivain que d'avoir un livre auto-édité. Moi, je me disais, bah non, c'est du bullshit. Auto-édité, ça veut dire c'est de la merde, quoi. Ça veut dire si tu Concrètement. écris 4 lignes dans un coin, Exactement, ouais. tu peux Moi, il y les avait sortir pour les vraiment mettre dans ça. ta bibliothèque. Ouais. Quoi. Et j'ai rencontré la. Ouais, mais c'était vraiment ça en plus, hein. Vraiment inconcevable Tu pour te moi. dis, même si je fais de la merde, je peux m'auto-éditer en fait. Ouais, Tu vois. c'était un peu ça. Et du, et du coup, j'avais rencontré l'ancienne directrice de la maison d'édition Errols sur Paris, qui avait lu mon manuscrit, qui m'avait donné son avis sur le manuscrit, et puis qui m'avait ensuite conseillé sur elle, son regard, etc. Et je pense qu'elle m'a finalement, elle, apporté le besoin de légitimité que j'avais besoin de me dire, ah ok, c'est pas de la merde. Le fameux, oh, c'est pas de la merde, du coup, c'est bon, je peux l'auto-éditer. Il y a quelqu'un du milieu qui m'a dit que c'était pas de la merde, parce que c'était vraiment juste ça, tu vois. Et du coup, je me dis, ah, bah, c'est bon, je peux l'auto-éditer, quoi. Donc, du coup, je l'ai auto-édité ensuite, ouais. Non, franchement, Mais, c'est un très beau livre. Je sais que j'ai 1 ou 2 personnes qui l'ont commandé et qui ont vraiment apprécié l'histoire. Je pense que ça parle à tout le monde. C'est un livre qui parle à tout le monde. C'est une histoire qui parle à tout le monde. Il y a plusieurs endroits où les gens peuvent se reconnaître. Moi, j'aime bien poser d'ailleurs la question. Souvent, les lecteurs m'envoient un petit message derrière leur lecture. Je leur demande, tiens, bah, c'est quoi qui t'a le plus touché, etc. Et c'est jamais la même chose. Les personnes qui vont me dire, ah, bah, je suis hyper touché par le moment où il y a eu sa relation avec ses parents. C'est le moment où il y a la reconnaissance de son père. Le moment où, le moment où elle se sépare et elle se retrouve toute seule. Le moment où elle pète un câble et qu'elle exprime sa colère. Et donc c'est très drôle parce qu'en fait ça résonne à plein d'endroits et jamais la même chose pour chacun. Parce qu'en fait, évidemment, bah, chacun transfère et le vit à sa façon. Donc ouais, je pense il y a beaucoup de choses qui sont assez universelles dans le sens où ça parle de relations, ça parle d'amour et ça parle de développement et d'épanouissement personnel. Donc forcément... De trouver sa place, ouais, c'est ça, ouais. D'essayer des choses, de sortir de sa zone de confort. Ouais. Et puis l'avantage de l'avoir fait en roman, et ça je m'en suis rendu compte en l'écrivant, c'est qu'on peut avoir plusieurs prismes sur la même situation. Par exemple, je prends l'exemple du premier cours de yoga où elle y va. Bah, du coup, ça permet d'illustrer le prisme du prof, celui de sa meilleure amie Jane, qui est à fond, qui est déjà ancrée dans la pratique, qui sait faire, elle kiffe et tout, elle est dans le flow et tout. Et puis elle qui est là en mode victoire, qui se dit mais c'est quoi ce délire que je comprends pas, il se passe rien, ils sont tous tarés. Et donc de pouvoir jouer et montrer ça, c'est aussi très rassurant pour tout le monde, parce que la réalité, c'est que tout être humain qui commence la première fois à méditer ou à faire du yoga, il a forcément cette petite voix qui se dit mais qu'est-ce que tu fais en fait, t'es vraiment en train de faire ça là. Regarde, ils ont l'air tous trop forts. Qu'est-ce que tu fous là? Est-ce que c'est ta place et tout? Donc ça permet aussi de dédramatiser et puis d'apaiser tout ça. C'est tranquille quoi. On est juste en train de respirer. En fait, on se prend pas au sérieux, tout va bien quoi. Il y a plusieurs moments du livre où je l'ai vraiment écrit avec beaucoup d'émotion. Hein. Il y a plein de chapitres que j'ai écrits en pleurant. Ouais. Ne serait-ce que le prologue, je sais pas pourquoi, moi le prologue me touche énormément. J'écris le prologue, je pleure. Ah, elle est toute seule à l'accouchement, son copain est pas là. Ah, il y a un truc qui se passe, ouais. Ouais, mais c'est aussi pour ça que nous on le ressent, puisque en fait c'est de l'énergie, tu vois. T'as mis une énergie que nous on arrive à capter aussi, quoi. Non, c'est un très beau livre que je recommande souvent. Ça, c'est gentil, tu vois, dans la lignée pour moi, Laurent Gounel, tout ça, dans les livres de romans d'éveil, bah, tu vois, tu fais partie de ces livres, Kilomètre Zéro, tous ces des livres que j'ai apprécié lire à la même échelle. Et puis en plus j'en ai vendu autant qu'eux, donc c'est super. J'espère que cette vidéo dans 10 ans, je me dirai, ouais, j'en ai vendu autant qu'eux. Je mettrai un commentaire en dessous, je dirais, bah oui, regarde maintenant. Parce que évidemment, c'est des personnes qui sont très inspirantes pour moi, que ce soit Laurent Gounel ou Maud Ankawa. Maud Ankawa qui est 3e ou 4e, je crois, cette année en termes de vente de livres dans l'année. Donc elle a vendu 800 000 livres, je crois, dans l'année. C'est incroyable. Et Laurent Gounel qui a fait que des best-sellers à plus de 100 000, 200 000, 300 000 exemplaires. Donc forcément, c'est des figures très inspirantes dans la façon dont ils ont fait quelque chose assez similaire dans le côté roman. Et puis 2, dans le côté réussite, parce qu'ils ont réussi à accompagner tellement de gens. Enfin, le nombre de personnes, moi, qui viennent en séance, qui me disent « Ah ben j'ai eu le déclic en lisant tel livre ou tel livre », en fait, c'est réellement aider tellement de personnes. Et moi, quand j'ai écrit, je me suis dit ça va être un moyen de pouvoir accompagner des personnes que je ne peux pas rencontrer au quotidien ou qui n'ont pas les moyens de se payer des fois des thérapies un peu plus coûteuses. Je me dis c'est un super levier, avec des évocations, avec des outils. Donc tant mieux, ouais.
Et je suis très content que tu m'associes à ces deux personnes parce que c'est des figures très inspirantes pour moi. Ouais. Alors je vais finir avec une dernière petite question. Petite, hein. Petite, très petite. Si tu devais donner un conseil autour de toi à des gens jeunes, plus vieux, que tu aimerais écrire sur un mur quelque part, graver sur un arbre, enfin, quel conseil toi t'aimes donner ou quelle réflexion ou phrase positive t'aimes donner ou inspirante? J'aime beaucoup l'idée qu'on est tous des enfants qui grandissons dans des corps d'adultes et qui nous élevons vers de la sagesse, tu vois. J'ai compris d'ailleurs il n'y a pas longtemps l'expression élever ses enfants, comme avoir un éveil, tu vois, élevé. Et du coup, je conseille franchement à toutes les personnes adultes de continuer à garder cette âme d'enfant en fait. De rester connecté à ce qu'il y a d'enthousiasme, ce qu'il y a de joyeux, ce qu'il y a de non préparé, ce qu'il y a de spontané en fait. Et de mettre du sérieux là-dessus, mais pas trop. Et puis d'être sage, mais la sagesse, il y a tellement de façons de l'exprimer. Et je pense que la simplicité, c'est une super façon d'exprimer les plus beaux enseignements spirituels. Et donc le conseil, c'est soyez vous-même, c'est bien, ouais. Et soyez sage et enfant. Écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir, c'était cool. Ouais. Merci à toi.